dans les annales de la dépravation humaine, peu de noms évoquent une horreur aussi viscérale que Caligula, l'empereur romain qui a transformé le plus puissant empire de la terre en son terrain de jeu personnel de mort, de débauche et d'illusions divines. Ce que vous êtes sur le point d'assister n'est pas seulement l'histoire d'un dirigeant fou, mais un examen effrayant de la façon dont le pouvoir absolu peut corrompre absolument, transformant un jeune homme prometteur en un monstre dont la cruauté ferait pleurer même le bourreau le plus endurci. C'est l'histoire interdite que Rome a désespérément tenté d'effacer, une histoire si sombre que les historiens antiques la murmuraient dans l'ombre, craignant que le simple fait de prononcer son nom ne fasse revenir son fantôme pour terroriser les vivants. Nous étions en 37 après Jésus-Christ lorsque Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, connu dans l'histoire sous le nom de Caligula, monta sur le trône de Rome à seulement 24 ans. L'empire qui avait conquis le monde connu, bâti sur les légions disciplinées et la brutalité calculée de ses prédécesseurs, allait connaître 4 années de folie qui allaient redéfinir le concept même de tyrannie. Ce qui avait commencé comme le règne plein d'espoir d'un prince bien-aimé allait dégénérer en une orgie de violence si extrême qu'elle choqua même une civilisation habituée aux crucifixions et aux combats de gladiateurs. Les sources de cette sombre chronique proviennent des historiens les plus respectés de l'Antiquité, Suétone, dont vit des 12 Césars fournit des détails intimes et horribles sur les excès de Caligula, Tacite, le maître chroniqueur dont les récits de la corruption impériale restent inégalés, et Dion Cassius, dont Histoire romaine conserve les témoignages de ceux qui ont été témoins de la folie de première main. Ces hommes ont risqué leur vie pour documenter ce qu'ils ont vu, sachant que les générations futures devaient comprendre à quelle vitesse la civilisation pouvait s'effondrer sous le poids d'un pouvoir incontrôlé. Pour comprendre l'ampleur de la dépravation de Caligula, il faut d'abord examiner le terreau corrompu d'où cette fleur vénéneuse a fleuri. Né sous la dynastie julio-claudienne, le jeune Gaius a grandi dans un monde où le meurtre était une question de politique, et la politique une question de survie. Son arrière-grand-père était Auguste, le premier empereur romain, qui avait établi le principat par la violence calculée et le génie politique. Son grand-père, Tibère, gouvernait par la peur et la paranoïa, tandis que son père, Germanicus, était aimé des légions, une popularité qui lui a peut-être coûté la vie par empoisonnement. Le surnom de Caligula, qui signifie « petite botte », lui venait de son enfance passée parmi les légions de son père à la frontière germanique. Les soldats adoraient ce jeune garçon qui portait un équipement militaire miniature et marchait aux côtés de vétérans aguerris. Cette immersion précoce dans la vie militaire et la brutalité désinvolte de la guerre romaine se traduirait plus tard par son obsession pour les jeux de gladiateurs et les exécutions publiques. L'enfant innocent qui charmait autrefois les soldats endurcis allait devenir un homme éprouvant un réel plaisir à regarder les autres souffrir. Son chemin vers le pouvoir fut pavé des corps des membres de sa famille. Tibère, de plus en plus paranoïaque dans ses dernières années, élimina systématiquement ses rivaux potentiels. La mère de Caligula, Agrippine l'aînée, fut exilée et mourut de faim, tandis que ses frères Néron et Drusus furent emprisonnés et tués. Seule l'apparente innocuité de Caligula, sa jeunesse et sa réputation de dilettante théâtrale le sauvèrent de la mort. Tibère déclara dans une célèbre phrase qu'il « nourrissait une vipère pour le peuple romain », une prophétie qui se révéla terriblement exacte lorsque Tibère mourut en 37 après. Jésus-Christ, peut être étouffé par Caligula lui-même, selon certains récits. Le jeune prince hérita d'un empire qui contrôlait un territoire allant de la Bretagne à l'Égypte, de l'Espagne à la Syrie. Le Sénat romain, épuisé par le règne de terreur de Tibère, accueillit Caligula avec un enthousiasme sincère. Ils n'avaient aucun moyen de savoir qu'ils échangeaient un monstre contre un autre, un monstre dont l'appétit pour la cruauté ferait passer son prédécesseur pour un grand-père bienveillant. Les premiers mois de Caligula comme empereur semblaient annoncer un âge d'or pour Rome. Le jeune souverain distribua de généreuses primes à la garde prétorienne, aux cohortes urbaines et aux pompiers, achetant leur loyauté avec le prix du sang de ses prédécesseurs. Il rappela les exilés politiques, libéra les prisonniers et publia le budget impérial pour examen public, des gestes qui lui valurent une immense popularité auprès de l'élite comme du commun des mortels. Le peuple romain, assoiffé d'espoir après des années de règne sombre de Tibère, accueillit son jeune empereur charismatique avec un enthousiasme proche de l'adoration. Il organisa des jeux de gladiateurs spectaculaires et des courses de chars, dépensant sans compter pour des divertissements publics qui éblouirent les foules. Les amphithéâtres étaient rouges de sang,
des animaux exotiques venus de tout l'Empire étant massacrés pour le plus grand plaisir de la foule, tandis que les meilleurs gladiateurs se battaient à mort dans des combats qui duraient de l'aube au crépuscule. Caligula lui-même présidait ces spectacles avec une joie apparente, son rire résonnant dans l'arène tandis que des hommes mouraient pour son divertissement. Ce que la foule interpréta comme un généreux mécénat était en réalité le premier aperçu de sa relation pathologique avec la violence et la mort. Durant cette période de grâce, Caligula acheva également plusieurs projets de construction inachevés de Tibère et lança de nouveaux travaux publics qui employèrent des milliers de citoyens. Il restaura le théâtre de Pompée et construisit un nouvel amphithéâtre, autant de monuments de l'ingénierie romaine qui masquèrent l'obscurité grandissante de son âme. Les ambassadeurs ont rapporté que le jeune empereur semblait intelligent et éloquent, gérant les questions diplomatiques avec une compétence surprenante pour quelqu'un d'aussi jeune et inexpérimenté. Cependant, même durant ces premiers mois, des observateurs attentifs remarquèrent des signes inquiétants. Le rire de Caligula pendant les combats de gladiateurs était trop fort, trop sincère, persistant trop longtemps après le silence de la foule. Son regard suivait le sang qui s'accumulait dans le sable de l'arène, et les serviteurs du palais murmuraient qu'il lui arrivait de se faufiler la nuit dans l'amphithéâtre vide, arpentant seuls les couloirs où des hommes étaient morts des heures auparavant. Les graines de la folie germaient déjà, arrosées par le vin enivrant du pouvoir absolu. 8 mois après le début de son règne, Caligula tomba gravement malade d'une maladie mystérieuse qui allait le transformer, lui qui était un jeune empereur prometteur, en un monstre dont l'histoire se souvient. Des sources antiques décrivent des symptômes qui, selon les experts médicaux modernes, pourraient correspondre à une encéphalite ou à une épilepsie du lobe temporal. Cependant, la nature exacte de sa maladie reste l'un des mystères les plus controversés de l'histoire. Ce qui est certain, c'est que l'homme qui est sorti de son lit de malade était fondamentalement changé, comme si la fièvre avait brûlé ce qui restait d'humanité dans son âme. Suétone rapporte que pendant sa maladie, le peuple romain était si inquiet pour son empereur bien-aimé qu'il organisa des veillées à l'extérieur du palais, certains citoyens jurant même de sacrifier leur propre vie aux dieux si Caligula se rétablissait. L'ironie de ces prières n'apparaîtra que plus tard, lorsque ces mêmes citoyens prieront avec la même ferveur pour sa mort. Les dieux, semblait-il, avaient un sens de l'humour cruel, ils exaucèrent la première prière tout en veillant à ce que la seconde devienne nécessaire. Lorsque Caligula se rétablit enfin, les initiés du palais remarquèrent immédiatement des changements dans son comportement. Sa voix avait acquis un ton rauque et grinçant qui mettait mal à l'aise ses auditeurs, et son regard avait acquis une intensité troublante qui semblait regarder à travers les gens plutôt que de les fixer. Il commença à entretenir ce qu'il décrivait comme des conversations avec les dieux, affirmant que Jupiter lui parlait directement et qu'il pouvait avoir des visions divines invisibles aux yeux des mortels. Ces prétendues communications divines justifieraient plus tard ses actes de cruauté et d'autodéification les plus extrêmes. La maladie sembla également éveiller chez Caligula un appétit insatiable pour la cruauté, bien au-delà de la violence ordinaire attendue des dirigeants romains. Avant sa maladie, il avait fait preuve d'une indifférence aristocratique à la souffrance. Par la suite, il rechercha activement les occasions de causer douleur et humiliation. Il passait des heures à concevoir des châtiments élaborés pour les affronts qu'il percevait, se délectant autant de la créativité de ces tortures que de leur exécution. Sa transformation fut si complète que certains historiens ont suggéré que la maladie pourrait être une forme de lésion cérébrale ayant détruit sa capacité d'empathie tout en préservant son intelligence. Le premier signe évident de la détérioration mentale de Caligula apparut dans son comportement de plus en plus erratique envers ses proches. Il força sa sœur bien-aimée, Drusilla, à divorcer de son mari et à vivre avec lui comme son épouse, se livrant ouvertement à des relations incestueuses qui scandalisèrent même l'aristocratie romaine, pourtant moralement souple. Il la déclara déesse et fit de la négation de sa divinité un crime capital. Il passa des mois en deuil, durant lesquels rire, se baigner ou dîner en famille devint un crime, des infractions passibles de la peine de mort. Sa paranoïa commença à se manifester de manière mortelle, car il commença à percevoir des complots partout. Marcus Junius Silanus, sénateur respecté et rival potentiel, fut contraint de se suicider sur la seule base des soupçons de Caligula. L'empereur prétendit que Silanus était apparu menaçant dans un rêve, faisant de sa mort une nécessité prophétique. Cela a établi un précédent terrifiant,
quiconque apparaissait dans les cauchemars de Caligula pouvait se retrouver à recevoir la visite de la garde prétorienne le lendemain matin. Les relations de Caligula avec le Sénat romain se détériorèrent rapidement à mesure que sa mégalomanie grandissait. Il commença à apparaître devant eux déguisé en divers dieux, parfois Jupiter avec une fausse barbe et un éclair, d'autres fois en Neptune avec un trident, et parfois en Vénus vêtue et maquillée comme une femme. Il exigeait que les sénateurs s'approchent de lui à quatre pattes et lui baisent les pieds avant de pouvoir prendre la parole. Ceux qui manifestaient la moindre hésitation étaient condamnés à mort et leurs biens confisqués pour financer son train de vie de plus en plus extravagant. Les sautes d'humeur de l'empereur sont devenues légendaires pour leur imprévisibilité et leur violence. Il pouvait commencer un dîner dans la bonne humeur, régalant ses invités de conversations spirituelles et de divertissements élaborés, pour finalement ordonner l'exécution d'un invité au hasard pour un affront imaginaire. Les convives apprirent à sourire et à rire à ses blagues, se préparant mentalement à l'éventualité de ne pas survivre à la soirée. Le palais devint un théâtre de terreur, où une mauvaise expression faciale pouvait signifier la mort et où le silence était aussi dangereux que la parole. Ses illusions de grandeur atteignirent de nouveaux sommets lorsqu'il commença à prétendre descendre directement de Jupiter et à exiger d'être vénéré comme un dieu vivant. Il fit ériger des statues de lui-même dans les temples de tout l'Empire, remplaçant les têtes des divinités traditionnelles par sa propre image. Les citoyens étaient tenus d'offrir des sacrifices à son image, et tout manque d'enthousiasme dans l'adoration pouvait entraîner une exécution immédiate. La frontière entre l'empereur et la divinité avait été complètement effacée dans son esprit fiévreux. À mesure que la folie de Caligula s'accentuait, sa cour devint un carnaval d'excès sexuels et de violences ritualisées qui choqua même une société habituée à la décadence. Il instaura des orgies régulières mêlant débauches sexuelles et actes d'une cruauté extrême, obligeant les sénateurs et leurs épouses à y participer sous son regard, assis sur un trône, décidant qui vivrait et qui mourrait en fonction de leur performance. Ces rassemblements n'étaient pas seulement une question de plaisir, ils étaient des démonstrations de pouvoir élaborées, où la dignité humaine était systématiquement détruite pour le divertissement. La dépravation sexuelle de l'empereur ne connaissait ni limite ni distinction sociale. Il convoquait des femmes mariées dans son palais et les violait devant leurs maris, évaluant publiquement leurs performances et comparant leurs corps à ceux de courtisanes célèbres. Suétone rapporte qu'il invitait des couples à dîner, examinait les épouses avec le détachement clinique d'un marchand d'esclaves, puis forçait les maris à le regarder violer leurs épouses. De retour dans la salle à manger, il commentait en détail les performances sexuelles de chaque femme, forçant leur mari humilié à hocher la tête et à sourire en signe d'approbation, sous peine d'être exécuté. Ses appétits sexuels dépassaient largement l'adultère conventionnel, atteignant des sommets qui horrifiaient même ses courtisans les plus débauchés. Il entretenait une écurie de prostituées et de prostituées pour son plaisir, mais se livrait également à des abus sexuels systématiques sur des membres de l'aristocratie, hommes et femmes. Les jeunes sénateurs étaient contraints de servir de jouets sexuels, tandis que leurs épouses et leurs filles étaient traitées comme des biens impériaux dont elles pouvaient disposer à leur guise. Le palais devint un bordel, où la noblesse romaine était réduite au statut d'esclave sexuel. Les relations de l'empereur avec ses sœurs transcendaient même les limites morales, pourtant souples, de l'aristocratie romaine. Outre sa liaison notoire avec Drusilla, qu'il traitait comme son épouse, des sources historiques suggèrent qu'il entretenait des relations sexuelles avec ses autres sœurs, Agrippine la jeune et Julia Livia. Il les caressait ouvertement lors de banquets publics, et les utilisait plus tard comme récompense sexuelle pour ses favoris, les forçant à se prostituer auprès d'ambassadeurs étrangers et de riches romains pour démontrer son pouvoir absolu sur la famille impériale. Les banquets de Caligula devinrent des théâtres légendaires d'humiliation sexuelle, où la frontière entre dîner et orgie s'estompait complètement. Les invités étaient contraints de participer à des actes de plus en plus dégradants pendant le repas, la performance sexuelle devenant littéralement une question de vie ou de mort. Il obligeait les sénateurs âgés à se déshabiller et à se livrer à des actes sexuels avec de jeunes esclaves pendant que les autres convives continuaient à manger, rendant le voyeurisme et la participation tout aussi obligatoires pour la survie. L'empereur développa des rituels sexuels élaborés alliant cérémonies religieuses et perversion. Il affirmait que ces actes sexuels étaient des rites sacrés exigés par les dieux, obligeant les participants à considérer le viol et les abus comme des obligations religieuses. Les femmes étaient tenues de vénérer son phallus comme un objet sacré,
tandis que les hommes étaient contraints de lui pratiquer une fellation en guise de communion impériale. Ces cérémonies blasphématoires ont transformé la violence sexuelle en une pratique religieuse perverse. Son traitement des enfants était peut-être l'aspect le plus horrible de sa dépravation sexuelle. Des sources anciennes rapportent qu'il violait les jeunes filles de sénateurs et de cavaliers, certaines à peine sorties de l'enfance, puis forçait leurs parents à regarder et à exprimer leur gratitude pour elles, honneur, reçu par leur famille. L'innocence des enfants est devenue pour lui une autre limite à franchir dans sa destruction systématique de toutes les contraintes morales établies par la société civilisée. Le sadisme sexuel de l'empereur s'étendait à des châtiments élaborés visant à maximiser l'humiliation et la torture psychologique. Il forçait les condamnés à assister aux abus sexuels sur leurs femmes et leurs filles avant leur exécution, faisant du viol un prélude au meurtre. Les femmes qui lui déplaisaient n'étaient pas simplement tuées, mais d'abord soumises à une torture sexuelle systématique, leurs cris résonnaient dans les couloirs du palais, avertissement à ceux qui pourraient défier sa volonté. Sous Caligula, les jeux de gladiateurs atteignirent de nouveaux sommets de créativité sadique, alliant violence sexuelle et spectacle public. Il forçait les aristocrates à se battre nus dans l'arène, tout en étant agressés sexuellement par des gladiateurs spécialement entraînés, transformant le combat en une forme de viol public. Lorsque le nombre de condamnés à mort s'épuisait, il ordonnait que des pans entiers de la foule soient violés avant d'être jetés au lion, faisant de l'abus sexuel un prélude à la mort. L'amphithéâtre, autrefois symbole de l'ingénierie romaine, devint un théâtre de violences sexuelles où les citoyens pouvaient être violés et assassinés pour le divertissement de l'empereur. Le règne de terreur de Caligula fut financé par le pillage systématique du trésor romain et des richesses de ses citoyens. Dès la première année de son règne, il avait dilapidé l'énorme excédent laissé par le frugal Tibère estimé à 2,7 milliards de sesterces en jeux, banquets et projets de construction grandiose destinés à glorifier son statut divin. Lorsque l'argent s'est épuisé, il a eu recours à des méthodes de collecte de fonds de plus en plus désespérées et violentes, qui ont précipité l'Empire vers l'effondrement économique. Sa solution a été de relancer les procès pour trahison qui avaient terrorisé Rome sous le règne de Tibère, mais avec une différence cruciale, là où Tibère les avait principalement utilisés pour le contrôle politique, Caligula les utilisait uniquement à des fins lucratives. Les citoyens fortunés se retrouvaient accusés de crimes imaginaires contre la personne divine de l'empereur, leurs biens étant confisqués avant leur exécution ou leur exil forcé. La simple possession de richesses devint un crime capital dans la Rome de Caligula, l'empereur considérant chaque citoyen riche comme une source potentielle de financement pour ses excès. L'empereur instaura une série d'impôts étranges qui révélaient à la fois son désespoir financier et son détachement total de la réalité. Il taxa les procès, les mariages et les divorces, puis étendit son imposition à la prostitution, aux jeux d'argent et même au droit de garder le silence pendant ses discours. Les citoyens devaient payer pour avoir l'honneur de respirer en sa présence, et le non-paiement de ces taxes absurdes était considéré comme une trahison. L'économie romaine, bâtie sur des siècles de conquête et de commerce, était cannibalisée pour satisfaire l'appétit insatiable d'un homme pour le luxe et la cruauté. La décision la plus révélatrice de sa folie fut peut-être la nomination de son cheval favori, Incitatus, au poste de consul la plus haute fonction civile du gouvernement romain. Le cheval vivait dans une écurie de marbre avec une mangeoire en ivoire, portait des couvertures violettes et disposait d'une équipe de serviteurs dévoués. Bien que cela puisse paraître une simple excentricité, il s'agissait d'une humiliation délibérée du Sénat et de l'ensemble du système politique romain. En élevant un animal à la plus haute fonction humaine, Caligula annonçait qu'il considérait les sénateurs romains comme inférieurs aux bêtes. Sa mégalomanie se manifestait par des projets de construction défiant toute logique et toute ingénierie. Il entreprit la construction d'un pont sur la baie de Naples sur plus de 5 km simplement pour pouvoir le traverser à cheval, arborant la cuirasse d'Alexandre le Grand, prétendant surpasser le légendaire conquérant qui avait simplement traversé l'Hellespont à pied. Le pont a mobilisé d'énormes ressources et coûté la vie à des centaines de personnes lors de sa construction, avant d'être abandonné lorsque Caligula s'en est désintéressé. Des folies similaires ont émaillé l'Empire, les caprices de l'empereur ayant englouti les richesses des nations. Sous le règne de Caligula, le palais impérial devint un labyrinthe de terreur, où les courtisans naviguaient quotidiennement entre la vie et la mort, au gré des humeurs changeantes de l'empereur. Chaque couloir offrait un potentiel de violence soudaine,
et chaque conversation pouvait être le dernier mot prononcé. Le personnel du palais a développé un système élaboré de signaux et de codes pour s'avertir mutuellement de l'état mental de l'empereur, mais même ces précautions ont souvent échoué lorsque sa rage frappait sans avertissement. Les appartements privés de Caligula étaient meublés d'instruments de torture et d'œuvres d'art inestimables, créant une juxtaposition grotesque reflétant sa psyché perverse. Les visiteurs rapportaient avoir vu des vierges de fer à côté de statues de marbre de Vénus, tandis que des râteliers et des vis à oreilles étaient exposés tels des ornements précieux dans des pièces décorées de tapisseries de soie et de feuilles d'or. L'empereur prenait un plaisir personnel à expliquer la fonction de chaque appareil à ses invités, fournissant souvent des descriptions détaillées de la façon dont ils avaient été utilisés sur des victimes précédentes. La routine quotidienne de l'empereur devint un spectacle de cruauté calculée, destiné à maintenir son entourage dans un état de terreur constant. Il tenait. Les audiences matinales étaient des moments où il pouvait accéder à la requête d'un pétitionnaire ou ordonner son exécution immédiate, selon des critères purement arbitraires, la couleur de sa toge, le son de sa voix, ou simplement parce que son visage l'agaçait ce jour-là. Ces audiences devenaient des combats de gladiateurs pour la survie, où les citoyens romains s'affrontaient pour le prix de la survie. Ces dortoirs étaient équipés de plusieurs lits, car il affirmait que différents dieux lui rendaient visite en rêve et exigeaient des conditions d'hébergement différentes. Les gardes du palais rapportèrent l'avoir entendu converser avec des entités invisibles toute la nuit, tantôt riant hystériquement, tantôt hurlant de terreur. Le matin venu, ces consultations divines nocturnes aboutissaient souvent à des condamnations à mort pour les personnes qui lui étaient apparues dans ses rêves, faisant du sommeil lui-même une arme dans son arsenal de terreur. La cuisine impériale devint un autre lieu d'expression de sa créativité sadique. Caligula forçait ses invités à manger des plats à base de chair humaine, prétendant qu'il s'agissait d'un mets délicat apprécié des dieux. La question de savoir si la viande était réellement humaine ou simplement présentée comme telle est débattue par les historiens, mais l'impact psychologique fut identique, réduire les fiers citoyens romains à l'état de cannibales par un mélange de peur et d'humiliation soigneusement orchestré. La salle à manger, autrefois un lieu de discussion civilisée, est devenue une chambre d'horreur où chaque repas pourrait être votre dernier. Les relations de Caligula avec l'armée romaine révélèrent la profondeur de ses illusions et l'ampleur de la corruption de son jugement par le pouvoir absolu. Malgré son manque d'expérience militaire significative, il se proclama le plus grand général de l'histoire romaine et se lança dans des campagnes qui relevaient davantage du théâtre que de la guerre. Son expédition en Germanie en 39 après Jésus-Christ fut marquée par un comportement étrange qui alarma même ses officiers les plus fidèles. Il ordonna à ses légions de ramasser des coquillages sur les plages de Gaule, les déclarant butin de guerre de l'océan conquis, et de les renvoyer à Rome comme trophée de sa victoire sur Neptune. Les soldats, vétérans aguerris de véritables campagnes, furent contraints de participer à cette absurde mascarade, tandis que leur empereur se proclamait conquérant des mers et des cieux. L'impact psychologique sur les légions fut dévastateur. Elles avaient juré de suivre un commandant manifestement fou, mais déserter signifiait la mort pour elles et leurs familles. Son traitement des officiers reflétait sa paranoïa croissante et son besoin d'humilier ceux qui pouvaient menacer son pouvoir. Il forçait les centurions à se déshabiller et à ramper dans la boue, tandis qu'il les observait depuis sa litière, riant de leur dégradation. Les officiers supérieurs devaient courir à côté de son char sur des kilomètres, et ceux qui montraient des signes d'épuisement étaient exécutés pour manque de dévouement envers leur empereur. L'armée romaine, fondée sur la discipline et le respect mutuel entre commandants et soldats, était systématiquement détruite par la folie d'un seul homme. L'obsession de l'empereur pour son statut divin s'étendait à ses commandements militaires, où il prétendait recevoir les ordres de bataille directement des dieux. Il arrêtait des armées entières pour communier avec des divinités invisibles, forçant des milliers de soldats à attendre en formation pendant qu'il dialoguait avec le vide. Ces épisodes pouvaient durer des heures, et tout soldat faisant preuve de scepticisme ou d'impatience était puni. La logistique nécessaire pour maintenir une armée à l'arrêt, alors que le commandant était plus préoccupé par ses hallucinations divines que par la stratégie militaire. Le plus révélateur de son incompétence militaire fut peut-être son projet d'invasion de la Grande-Bretagne, qu'il abandonna au dernier moment après avoir prétendu que Neptune l'avait mis en garde contre la traversée de la Manche. Au lieu d'admettre son échec, il proclama sa victoire sur les Britanniques sans même avoir jamais mis les pieds sur leurs côtes,
puis retourna à Rome pour célébrer un triomphe fondé sur des conquêtes entièrement fictives. Le peuple romain, désespéré de croire aux compétences de son empereur, participa à la célébration, même si beaucoup doutaient de la véracité de ses propos. En 41 après Jésus-Christ, le règne de terreur de Caligula avait poussé ses plus proches partisans au bord du gouffre. La garde prétorienne, autrefois fidèle protectrice de la famille impériale, était devenue l'instrument de sa cruauté, contrainte d'exécuter des ordres de plus en plus étranges et violents, violant tous les principes de l'honneur romain et de la discipline militaire. Les officiers qui avaient juré de protéger l'empereur au péril de leur vie commencèrent à le considérer comme une menace plus grande pour Rome que n'importe quel ennemi étranger. Cassius Chaerea, centurion de haut rang de la garde prétorienne, apparut comme le chef de la conspiration contre Caligula. Chaerea avait été humilié à plusieurs reprises par l'empereur, qui se moquait de sa voix aiguë et le forçait à utiliser des mots de passe comme « Priap » et « Vénus », destinés à embarrasser un soldat de carrière. L'humiliation personnelle, combinée à son horreur croissante face au crime de Caligula, rendit Chaerea déterminé à débarrasser Rome de son empereur faux avant l'effondrement total de l'Empire. La conspiration incluait des sénateurs, des cavaliers et des affranchis qui avaient tous souffert sous le règne arbitraire de Caligula. Ce qui unissait ces divers conspirateurs n'était pas l'idéologie politique, mais la simple survie. Ils savaient que tant que Caligula vivrait, nul à Rome ne serait à l'abri de ses délires paranoïaques et de ses caprices sadiques. La conspiration était remarquable par son large soutien dans toutes les classes sociales, suggérant que Caligula avait réussi à unir la ville entière contre lui par l'extrême de sa cruauté. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut les Jeux palatins de janvier 1941 après Jésus-Christ, lorsque Caligula annonça son intention de s'installer définitivement à Alexandrie, où il pourrait être vénéré comme un dieu vivant, libéré des contraintes de la tradition romaine. Il révéla également son intention de massacrer l'ensemble du Sénat et de le remplacer par son cheval et d'autres favoris, mettant ainsi fin à la République romaine pour toujours. Les conspirateurs comprirent qu'ils devaient agir immédiatement, sous peine de voir leur civilisation sombrer dans les abîmes de la folie d'un seul homme. Le complot fut soigneusement orchestré pour coïncider avec la relève de la garde, moment où le palais serait le plus vulnérable. Les conspirateurs avaient étudié le quotidien de Caligula et identifié les 3 couloirs sous le palais où il serait le plus isolé de ses fidèles gardes du corps germanique. Chaque détail avait été planifié avec une précision militaire, reflétant la compétence professionnelle des officiers prétoriens qui avaient finalement décidé que leur serment à Rome primait sur leur serment à l'empereur. Le 24 janvier 41 après Jésus-Christ, Caligula assista à la dernière journée des Jeux palatins, assistant à des représentations théâtrales qui, ironiquement, comportaient des scènes d'assassinat et de violence politique. L'empereur semblait apprécier les meurtres fictifs sur scène, ignorant que sa propre mort était planifiée dans l'ombre. Au fur et à mesure que la journée avançait, ces gardes du corps germanique remarquèrent une activité inhabituelle parmi les officiers prétoriens, mais leurs avertissements restèrent lettre morte auprès d'un empereur qui était convaincu de sa propre invincibilité. Lorsque Caligula quitta le théâtre pour regagner son palais pour déjeuner, il choisit de prendre un raccourci par l'étroit passage souterrain que les conspirateurs avaient identifié comme leur lieu de massacre. Cassius Chaerea et ses complices attendaient dans l'ombre, l'épée au clair et la détermination affermis par des années d'atrocités. Dès que l'empereur entra dans le couloir, séparé de ses fidèles gardes, les conspirateurs frappèrent avec la fureur d'hommes ayant vu trop de mal. L'assassinat fut rapide et brutal. Chaerea porta le premier coup, entaillant profondément la mâchoire et le cou de Caligula, tandis que d'autres conspirateurs poignardaient à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'empereur s'effondre dans une mare de son propre sang. Selon Suétone, Caligula mourut avec 30 blessures sur le corps, chacune symbolisant la rage accumulée de ceux qui avaient souffert sous son règne. Ces derniers mots auraient été « Je suis encore vivant », une affirmation désespérée de l'immortalité qu'il avait revendiquée en tant que Dieu, désormais démentie par la réalité de sa mortalité. Les suites immédiates de l'assassinat révélèrent à quel point la peur avait paralysé le gouvernement romain. Au lieu de célébrer la libération, le Sénat fut d'abord pris de panique à l'annonce de la mort de Caligula, terrifié à l'idée que ses gardes germaniques le massacrent par vengeance.
La garde prétorienne elle-même était divisée entre ceux qui avaient participé à la conspiration et ceux qui étaient restés fidèles à la famille impériale. Pendant plusieurs heures, le sort de l'Empire fut en jeu, tandis que diverses factions cherchaient à déterminer qui dirigerait Rome. Les conspirateurs avaient planifié l'assassinat, mais omis de préparer la succession, une omission qui faillit plonger Rome dans la guerre civile. La découverte de l'oncle de Caligula, Claude, caché derrière un rideau du palais, apporta une solution inattendue. La garde prétorienne le proclama empereur davantage par désespoir que par conviction. Ce choix s'avéra judicieux pour Rome, car Claude allait restaurer la stabilité et une gouvernance compétente dans un empire presque détruit par 4 années de folie. Le règne de la terreur était terminé, mais les cicatrices qu'il avait laissées sur la société romaine mettraient des décennies à cicatriser. L'assassinat de Caligula marqua la fin de l'un des règnes les plus psychologiquement perturbants de l'histoire, mais l'impact de ces 4 années de terreur se fit sentir bien au-delà de sa mort. L'Empire romain avait été fondamentalement transformé par l'expérience de la tyrannie absolue. Les institutions qui semblaient autrefois inébranlables se sont révélées aussi fragiles que la santé mentale de l'homme qui les dirigeait. La conspiration qui a mené à sa mort a démontré à la fois la résilience de la dignité humaine face à une oppression extrême et la fragilité ultime d'un pouvoir sans contrôle. Les historiens de l'Antiquité peinaient à comprendre comment une civilisation aussi sophistiquée que Rome avait pu engendrer et tolérer un tel monstre. Suétone, écrivant des décennies après la mort de Caligula, semblait encore incrédule face à l'extrême cruauté de l'empereur, tandis que Tacite utilisait ce règne comme un récit édifiant sur les dangers du pouvoir absolu. Ces écrivains comprenaient que Caligula n'était pas seulement une aberration, mais un avertissement sur ce qui pouvait arriver lorsque les garde-fous institutionnels échouaient et que le pouvoir était concentré entre les mains d'un seul individu. La destruction délibérée de la mémoire de Caligula, la damnatio memoriae ordonnée par le Sénat, a révélé le besoin désespéré des Romains d'effacer le traumatisme de son règne de leur conscience collective. Statues détruites, inscriptions abîmées et archives officielles modifiées pour minimiser les références à l'empereur fou. Pourtant, cet effort d'oubli a ironiquement permis aux générations futures de se souvenir, l'ampleur de l'effacement témoignant de l'ampleur des crimes occultés. Les historiens modernes ont débattu de la nature exacte de la maladie mentale de Caligula, avec des théories allant de l'épilepsie du lobe temporal au trouble bipolaire, en passant par une simple psychopathie exacerbée par le pouvoir absolu. Ce qui demeure incontesté, c'est que son règne a démontré la rapidité avec laquelle une société civilisée pouvait s'effondrer lorsque le pouvoir était confié à quelqu'un alliant autorité illimitée et faillite morale totale. L'Empire romain a survécu à Caligula, mais il a été changé à jamais par la connaissance que de telles horreurs étaient possibles. Les parallèles entre le règne de Caligula et d'autres exemples de tyrannie absolue à travers l'histoire sont à la fois évidents et effrayants. Le modèle de popularité initiale suivi d'une paranoïa croissante, le recours au spectacle et à la violence pour maintenir le contrôle, la destruction systématique des garanties institutionnelles et la dépendance ultime à la peur plutôt qu'à la légitimité, ces éléments se répéteront chez les tyrans au fil des siècles. L'exemple de Caligula nous rappelle que la capacité au mal n'est pas limitée par le temps, le lieu ou la culture, mais qu'elle est une caractéristique permanente de la nature humaine qui doit être limitée par la loi, la coutume et le courage de ceux qui refusent de garder le silence face à l'atrocité. L'histoire de Caligula nous confronte à des vérités dérangeantes sur le pouvoir, la moralité et la nature humaine. Elle nous rappelle que la civilisation n'est pas l'état naturel de l'humanité, mais un acquis qu'il faut constamment préserver et défendre. Lorsque nous sommes témoins de la destruction systématique de la dignité humaine, lorsque nous voyons le pouvoir exercé sans retenue ni responsabilité, lorsque nous observons la réduction des êtres humains à l'état d'objet de divertissement pour leurs dirigeants, nous voyons les mêmes forces qui ont transformé un jeune prince romain prometteur en l'un des monstres les plus notoires de l'histoire. La leçon de Caligula ne concerne pas seulement la Rome antique, elle concerne la vigilance éternelle requise pour empêcher que de telles horreurs ne se reproduisent à toute époque ou en tout lieu où les êtres humains exercent un pouvoir sur d'autres êtres humains.